Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaïa. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Première Guerre mondiale et notamment des phases de la guerre. Contrairement à ce que croyaient les hommes en août 1914, la Première Guerre mondiale n'a pas été une guerre limitée, courte ou encore classique, mais au contraire une guerre généralisée. En effet, c'est une guerre mondiale. Elle est longue. C'est une guerre nouvelle. C'est une guerre totale. Elle a nécessité la mobilisation de toutes les énergies dans les deux camps. Et elle est restée pour ceux qui l'ont faite la Grande Guerre. On s'est battu avec acharnement sur terre, sur mer, mais aussi pour la première fois dans les airs. La guerre terrestre, qui a cependant conservé le rôle primordial, s'est déroulée sur 3 puis 4 fronts. Le front français, le front russe à l'est, du côté de la Prusse orientale et en Pologne, le front des Balkans, au sud de l'Europe centrale, et à partir de 1915, le front italien au nord de l'Italie. Cette guerre est nouvelle d'abord par sa durée, elle dure 4 ans, mais aussi par son ampleur, par la puissance des moyens qui ont été engagés et par l'utilisation d'armes nouvelles. La Première Guerre mondiale s'articule en 3 phases. Tout d'abord une phase de mouvement au tout début de la guerre, suivie d'une longue phase de position et une reprise de la phase de mouvement à la fin du conflit. Après l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, l'Europe s'embrase par le jeu des alliances. Cette guerre oppose alors 2 camps. D'un côté, le camp de l'entente, composé de la Russie, de la France, du Royaume-Uni ainsi que leurs colonies d'Afrique et d'Asie, auxquelles viennent se rajouter l'Italie, le Portugal, la Grèce, c'est-à-dire tous les pays qui sont en jaune pâle. De l'autre, le camp de l'Alliance, encore appelé le camp des empires centraux, composé de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire ottoman, puis de la Bulgarie, c'est-à-dire tous les pays qui sont en vert. Le théâtre des opérations va se dérouler principalement en Europe. Première phase de la guerre de mouvement, d'août à décembre 1914. Après l'attentat de Sarajevo, l'Empire austro-hongrois adresse un ultimatum à la Serbie le 23 juillet, avant de lui déclarer la guerre le 28 juillet. Ensuite, tout va aller très très vite. En l'espace des 6 premiers jours d'août, c'est successivement l'Empire allemand, l'Empire russe, la France, le Royaume-Uni qui entrent en guerre. Les hommes sont alors appelés sous les drapeaux grâce à des ordres de mobilisation qui sont placardés dans toutes les villes. Ils partent, souvent insouciants, la fleur au fusil, car ils sont persuadés que la guerre sera courte et qu'ils seront rentrés pour les moissons. Commencent alors les premiers affrontements. Cette première phase est appelée phase de mouvement, car les troupes avancent ou perdent du terrain. Le front est donc dit mouvant. C'est l'Allemagne qui attaque la première en suivant le plan Schlieffen. Celui-ci prévoit une offensive qui doit aboutir à une défaite rapide de la France sur le modèle de la défaite de la guerre de 1870. Pourquoi alors les Allemands se précipitent-ils ? Tout simplement parce que l'Allemagne est encerclée par l'entente et donc elle doit aussi se battre à l'est contre l'Empire russe vers lequel elle prévoit de retourner ses troupes dans un second temps. Ce plan donc envisage de traverser la Belgique et le Luxembourg pour contourner les bastions de l'Est français, opérer un large mouvement enveloppant à travers l'Artois et la Picardie en direction de Paris. C'est pour ça que le 3 août, l'Allemagne envahit la Belgique, qui pourtant est un pays neutre, et elle prend successivement les villes de Liège, Charleroi et Mons.
Dès le mois de septembre, la France est envahie et les troupes battent en retraite car les Allemands pénètrent jusqu'à Meaux. La ville de Reims est occupée et Paris est menacé, ce qui oblige le gouvernement à se réfugier à Bordeaux. Pendant ce temps, les troupes françaises menées par Joffre suivent le plan 17, qui consiste à une offensive de grande envergure vers les territoires perdus d'Alsace et de Lorraine. Mais malheureusement, cette offensive va se solder par un échec. C'est au cours de cette première phase que les troupes françaises lancent une contre-offensive sur la Marne. Entre le 6 et le 9 septembre se déroule alors la première bataille de la Marne. Il s'agit d'une série d'affrontements qui se déroule à l'est de Paris. La bataille est conduite par le général Joffre. Alors que les armées allemandes marchent sur Paris, elles changent de direction et bifurquent vers l'est, ce qui scinde les forces en deux et permet une vaste contre-attaque française sur la Marne. Les soldats français sont acheminés en masse par tout type de véhicules, notamment grâce à des taxis parisiens. On parlera des taxis de la Marne. Les Allemands sont obligés de reculer, Reims est alors libéré et Paris est sauvé. Après la bataille de la Marne, les troupes allemandes, comme les troupes franco-britanniques, se lancent dans une course à la mer et le front s'étend désormais jusqu'à la mer du Nord. On assiste alors à la bataille des Flandres. En résumé, les premiers mois de la guerre sont marqués par des mouvements de troupes sur le front français, sur le front italien, sur le front russe, sur le front des Balkans, mais également dans les colonies. Mais après la bataille de la Marne 1, on perd l'illusion que la guerre sera courte et facile. À la fin de l'année 1914, le front se stabilise en France, de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. La guerre de mouvement va peu à peu prendre une autre tournure pour devenir, à l'approche de l'hiver, ce qu'on appellera la guerre des tranchées. Deuxième phase, la guerre de position, 1915, 1916, 1917. C'est également cette phase qu'on appelle la guerre des tranchées. Rapidement, les combattants s'enterrent sur place, dans des tranchées, et ils se font face pendant 3 longues années, caractérisées par l'enlisement du conflit, des combats de plus en plus meurtriers et surtout inutiles. Au front, c'est durant cette phase qui est considérée comme la plus dure et qui dure 3 ans que les batailles les plus meurtrières se sont déroulées. Les Dardanelles, la Somme, Verdun et enfin Chemin des Dames. À l'arrière, on assiste au premier génocide, celui des Arméniens. C'est enfin durant cette phase qu'apparaissent la lassitude, le doute et l'incompréhension, aussi bien au front de la part des soldats qu'à l'arrière de la part des civils. C'est pour cette raison qu'on assiste à la crise de 1917 et à l'apparition des premières mutineries. Celles-ci traduisent un ras-le-bol, un refus des pertes inutiles, mais aussi le désespoir de nombreux poilus. Ce sont pour toutes ces raisons qu'on parle d'une guerre d'usure. Cette phase de position s'accompagne de nombreux changements dans la manière de se battre. En effet, au début, les soldats utilisaient principalement et uniquement la baïonnette, c'est-à-dire qu'au bout de leur fusil, ils fixaient une lame tranchante, un couteau ou une pointe pour les combats rapprochés. Mais comme la guerre s'enlise, du coup de nouvelles armes apparaissent. Les Allemands inventent les premiers les gaz afin d'asphyxier l'adversaire. Ces gaz, plus connus sous le nom de gaz moutarde, à cause de l'odeur qu'ils dégagent, ont fait des ravages. C'est ensuite l'apparition des grenades, des mitrailleuses et du lance-flammes. Mais cette guerre repose surtout sur l'usage massif de l'artillerie. Mortiers, canons, tirs des obus nuit et jour. La plus grosse pièce d'artillerie est un modèle allemand appelé la Grosse Bertha. Elle avait une portée de presque 100 km. L'artillerie est la terreur des soldats, car elle pilonne les lignes dans un bruit assourdissant et elle déforme sans cesse le paysage par les tirs d'obus. Même la tenue des soldats évolue et s'adapte au fur et à mesure de la guerre.
En effet, les soldats français commencent la Première Guerre mondiale avec le même uniforme que lors de la guerre contre la Prusse en 1870. Cet uniforme convenait à la guerre de mouvement lorsque les batailles étaient rangées ou ponctuelles, mais il se révèle rapidement trop visible, notamment à cause du pantalon rouge Garance, ce qui fait des soldats français des cibles faciles. En plus de ça, la capote bleue est inadaptée à la vie dans les tranchées. Elle ne protège pas du froid l'hiver et se révèle beaucoup trop chaude l'été. L'uniforme se termine par un képi bleu et rouge qui malheureusement va servir de cible aux tireurs ennemis et ne protège absolument pas des éclats d'obus. De nombreux soldats vont mourir à cause de cet uniforme totalement inadapté dans les premiers mois du conflit. Cela va pousser l'état-major à changer les uniformes à partir de 1915. On rajoute un brélage composé de bretelles avec des suspensions, un ceinturon sur lequel sont fixées des cartouchières. Le soldat porte une paire de chaussures qu'on appelle les brodequins ou encore godillots, du nom de leur fabricant, par-dessus lesquels on trouve des jambières en cuir ou des bandes moltières, un havre-sac, un bidon d'eau d'1 litre et une musette. Ce nouvel uniforme est de la couleur bleue dite horizon, qui est beaucoup plus adaptée que l'ancien uniforme Garance, et surtout beaucoup plus discret. Le casque est appelé le casque Adrian. Il a été dessiné spécialement par des chirurgiens militaires à partir des observations qu'ils ont pu faire depuis le début du conflit, et il permet de protéger les soldats des éclats d'obus et de mortier. Enfin, le soldat est équipé d'un masque à gaz et on lui fournit un fusil, soit modèle Lebel, soit modèle Berthier, sur lequel il peut fixer une baïonnette appelée Rosalie. Même chose pour la tenue allemande. Le fantassin allemand, lui, va commencer la guerre avec une nouvelle tenue couleur grise. Ce coloris rend la détection plus difficile sur le champ de bataille. Il porte le célèbre casque à pointe recouvert sur le terrain par un cache avec un numéro d'unité. La tenue va peu évoluer, mais par contre le casque lui va progressivement être remplacé par un modèle avec une visière qui assure une meilleure protection sur les côtés et l'arrière. Ce casque va s'avérer de telle qualité que les soldats allemands garderont le même modèle pendant la Seconde Guerre mondiale. Il porte ensuite des bottes qui sont en cuir et dont la semelle est cloutée, et lui aussi est armé d'un fusil modèle Gewehr. Son casque est un casque beaucoup plus efficace. Sur terre, la guerre des tranchées est caractérisée par le pilonnage permanent du front par l'artillerie, ce qui aboutit à déformer constamment le terrain. Le sol est donc dévasté par des creux, des bosses qui rendent difficile la progression des hommes, surtout quand la boue quasi permanente ou bien les barbelés viennent les ralentir. Aussi, dès septembre 1916, alors qu'on est en pleine bataille de la Somme, les Britanniques inaugurent un nouveau véhicule blindé appelé char. Ces engins sont aussi surnommés des tanks, pour faire croire aux Allemands qu'il s'agissait de réservoirs d'eau, et ils offrent l'avantage de passer sur tous les terrains, même les plus accidentés ou les plus boueux, grâce à l'invention des chenillettes. À l'intérieur, ils peuvent accueillir 8 personnes, dont 2 tireurs. Très vite, les usines françaises comme Schneider ou encore Renault se lancent dans la construction en série de ces blindés. Ils seront utilisés massivement lors des grandes batailles de la Somme ou encore de Verdun. Sur mer, à partir de février 1915, l'Allemagne se lance dans une guerre sous-marine. Et ce nouveau type de guerre navale atteint son paroxysme en 1917, quand l'Allemagne décrète la guerre sous-marine à outrance. En effet, l'Allemagne détruit systématiquement tous les navires qui se trouvent dans l'Atlantique, à commencer par le paquebot britannique appelé le Lusitania le 7 mai 1915. Cette guerre sous-marine a un impact économique retentissant puisqu'elle perturbe les échanges commerciaux dans l'Atlantique Nord, ce qui poussera en 1917 les États-Unis à rentrer dans le conflit. La guerre se déroule désormais également dans les airs. Ce sont les Allemands qui inaugurent les premiers Zeppelin, ce sont des sortes de gros ballons dirigeables qui servent essentiellement pour le repérage, mais ensuite pour le bombardement. Mais cette technique est vite remplacée par l'essor de l'aviation militaire. Les premières batailles de 1914 ont prouvé que la cavalerie ne pouvait plus réaliser les missions de reconnaissance parce que la puissance de feu était trop élevée. Donc les états-majors ont réalisé que les avions pouvaient alors servir pour localiser l'adversaire. Dès 1915, les avions vont servir pour 3 types de missions. La première,
c'est une mission de reconnaissance photographique pour construire des cartes du réseau des tranchées ennemies. La deuxième est une mission de reconnaissance toujours, mais permettant à l'artillerie de tirer sur des cibles qui ne sont pas visibles depuis la position de tir. Enfin, la troisième mission est une mission de communication avec l'infanterie durant donc l'offensive, durant la bataille, en survolant le champ de bataille, en donnant des informations. Puis les avions vont servir pour combattre. Au départ, les premiers avions ne pouvaient transporter que des chargements très légers, des bombes de pas plus de 55 jusqu'à maximum 160 kg. Ces bombes d'ailleurs étaient rudimentaires et le système de visée était totalement à développer. L'ère du combat aérien commence réellement lorsque de plus en plus d'appareils sont équipés de mitrailleuses. On place donc des mitrailleuses entre l'hélice et le poste de pilotage pour que le pilote puisse viser, relancer sa mitrailleuse en même temps qu'il mène un combat aérien. Cependant, cette configuration pose un problème parce que les balles touchent généralement l'hélice et elles la détruisent, ce qui entraîne la chute de l'avion. Donc c'est finalement un Français, Roland Garros, qui va mettre au point un système appelé le tir synchronisé. Ainsi, de grands combats aériens viennent se rajouter aux combats terrestres et maritimes, et certains aviateurs célèbres ont laissé leur nom, comme l'aviateur allemand le baron von Richthofen, qui a été surnommé le baron rouge à cause de la couleur de son avion. Au front, ces 3 années terribles ont vu les batailles les plus meurtrières se dérouler. La Somme, 1,2 million de morts. Verdun, 1,4 million de morts. Les Dardanelles, 46 000 morts. Chemin des Dames, 30 000 morts en seulement 10 jours. À l'arrière aussi on souffre. Dans le lointain empire ottoman, le gouvernement turc massacre le peuple arménien. C'est le premier génocide du XXe siècle. En l'espace de 5 mois, entre avril et septembre 1915, 1,2 million d'Arméniens, c'est-à-dire une minorité chrétienne qui vit dans l'Empire, sont tués à cause de marches de la mort ou bien exécutés par des forces turques qui les accusent de trahison. Hommes, femmes, enfants sont tous exécutés. C'est le premier massacre de masse et pour la première fois la guerre vise aussi des civils innocents. Mais durant cette phase de position, on assiste aussi à une rupture profonde, notamment au cours de l'année 1917. 2 événements marquent cette année. Le premier, c'est la sortie de la Russie de la guerre. Et le deuxième, c'est au contraire l'entrée en guerre des Américains aux côtés de l'Entente. Du côté du front russe, rien ne va plus. Les troupes russes reculent et elles n'arrivent plus à contenir les troupes allemandes. La Grande Russie tsariste ne parvient pas à organiser l'économie de guerre, les munitions manquent, la population souffre de pénurie et les mécontentements se font de plus en plus nombreux, aussi bien dans l'armée que dans la rue. On tient la guerre, mais surtout le régime de Nicolas II, pour responsable de cette situation. Donc le peuple va se révolter à 2 reprises, d'abord en février, puis en octobre de l'année 1917. Ces événements sont appelés les révolutions russes. Le tsar est obligé d'abdiquer, ce qui entraîne l'effondrement du front oriental. La Russie se prépare alors à sortir de la guerre et accepte la capitulation. Elle signe l'armistice de Brest-Litovsk le 15 décembre de l'année 1917. Outre-Atlantique, le commerce américain est profondément perturbé par la guerre sous-marine à outrance qui a été lancée par l'Allemagne dès le mois de février dans l'Atlantique Nord. Tous les navires commerciaux américains sont également la cible des attaques des sous-marins. C'est pour cette raison que le 15 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne et ils rejoignent ainsi le camp de l'Entente. On a donc une redistribution des cartes en 1917. Cette année est donc un tournant de la guerre et cela se ressent jusque dans les tranchées. La violence des combats due aux nouvelles armes, la banalisation de la barbarie au front comme à l'arrière, les conditions de vie difficiles dans les tranchées, la volonté d'imiter les Russes qui sont sortis de la guerre se traduisent par un sentiment de grande lassitude. Cette guerre d'usure est devenue insupportable pour les hommes et souvent ils expriment leur souffrance à travers des lettres ou encore des carnets intimes. Après la bataille du Chemin des Dames, les premières mutineries apparaissent.
Il s'agit avant tout d'un refus de faire la guerre. Donc ça se traduit par le refus de sortir des tranchées, le refus d'obéir aux ordres des officiers, la multiplication des désertions, des mutilations même volontaires pour repartir à l'arrière, ou encore des chansons, comme la chanson de Craonne, qui dénonce les conditions de vie et les conditions de combat, ou encore des officiers sont bousculés ou enfin insultés. Faut-il attendre 1917 pour voir ces mutineries apparaître ? Tout simplement parce que la révolution russe a balayé un des principaux responsables du conflit et du coup les soldats veulent imiter les Russes. À l'arrière, le nombre de grèves se multiplie. C'est donc une rupture avec des comportements d'obéissance. Mais alors ça veut dire quoi se mutiner ? D'abord, c'est un acte qui est difficile. Pour ça, il faut improviser la désobéissance. Les mutins n'ont nulle part où aller, nulle part pour se réunir. Ils ne disposent pas de matériel pour distribuer des tracts, des écrits. Donc lorsqu'ils franchissent le pas, effectivement, c'est un acte risqué, surtout s'il s'agit de meneurs. L'armée a répondu de deux manières, soit en accordant des permissions, en essayant d'améliorer les conditions matérielles des soldats, soit comme le montre l'image, en utilisant la répression. Et on sait que des conseils de guerre ont prononcé jusqu'à 600 condamnations à mort dans la seule année 1917. Après cette année terrible de 1917, la guerre de mouvement va alors reprendre. Certainement que l'arrivée de 2 millions de boys américains permet aux troupes de l'entente de reprendre le dessus. Elles parviennent à repousser l'ennemi et les troupes allemandes. C'est ainsi qu'en mars 1918, l'offensive allemande est stoppée à Amiens, à Château-Thierry, et on assiste à la deuxième bataille de la Marne. La ville de Reims est libérée et du coup les Allemands reculent. Le 9 novembre, c'est la révolution à Berlin qui entraîne l'abdication de l'empereur Guillaume II. À la place de l'Empire allemand, naît une république qui portera le nom de République de Weimar. Enfin, le 11 novembre 1918, l'armistice est enfin signé à Retonde, dans la forêt de Compiègne, ce qui met fin à la Première Guerre mondiale. L'entente, désormais appelée les Alliés, est donc victorieuse.